Ceux qui font le podcast en 2022, c'est la grande thématique du tout premier podcast magazine qui naît et prend forme grâce à toi aussi, Caroline, puisque tu vas en faire partie. Et justement, Caroline, ce jour où tout a commencé, est-ce qu'il y a un jour en particulier dont tu te souviens, un déclic où juste t'as eu envie de te lancer comme ça, c'est monté crescendo d'une manière empirique? Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que oui, il y a eu un moment charnière, comme on dit, un moment pivot. C'est celui où ma mère, qui a toujours été ma supportrice numéro 1, qui m'a toujours encouragée, écoute mon dernier épisode de podcast et s'endort sur le transat en moins de 1 minute 30. Ah ouais. Alors là, si tu veux, je me rends compte que mon podcast n'est pas du tout à la hauteur de mes attentes et que si ma mère s'endort pendant mon épisode, c'est que vraiment le contenu n'est pas à la hauteur. Et du coup, je décide de relancer mon podcast quelques mois plus tard parce qu'on fait une trêve estivale, sur Clubhouse. Et pendant un mois, on fait pas de room. Et du coup, moi, je faisais une room par jour où on aidait en live les entrepreneurs à trouver des solutions pour leur business. Donc, on prenait des cas en direct comme ça, en public, en plus, à 9h du matin. Je me suis dit, donc là, comme c'était formateur. Et en fait, je fais une pause pendant un mois. Et tout le monde m'avait dit, mais Caro, c'est dommage, on peut pas enregistrer tes rooms, Clubhouse permet pas le replay, tout ça. Et là, je me dis, en fait, je suis partie dans le mur. Moi, j'extrayais des bandes audio de mes lives. Et en fait, tu vois, ça marchait pas. Enfin, les gens qui écoutent des podcasts, ils veulent pas écouter des lives en version audio. Ils veulent un format qui est fait pour. Et du coup, j'ai totalement rebrandé mon podcast en un mois et demi. Et puis, je suis arrivée avec, Marketing Square en septembre dernier. Et là, mes écoutes ont décollé. Donc, alors que, tu vois, le différentiel que je donne, c'est, je crois que j'ai fait 2000 écoutes en 8 mois sur les rendez-vous du co-marketing, mon premier podcast. Et j'ai fait 200 000 écoutes en 8 mois sur Marketing Square. Celle-ci. Alors, on rappelle un peu ce qu'est Clubhouse et comment tu as démarré. Donc, si on avant le podcast, donc t'avais quand même une expertise audio puisque tu as démarré Clubhouse quand c'est arrivé en France, un peu comme beaucoup. Ouais. Et tu as lancé donc des rooms que tu as modérés un peu sur tous les secteurs d'activité ou tu étais orienté quand même sur des thématiques particulières? Février 2021, je découvre l'app, j'ai aucun réseau, je me suis fait jeter des États-Unis, donc en France je connais personne, j'essaie de lancer ma boîte, mais tous mes potes sont pas entrepreneurs, donc je suis complètement seule. Je suis confinée, je découvre l'application Clubhouse, et en fait par contre moi j'ai fait 10 ans de grosse marketing à très haut niveau aux US, dans le sens où j'ai toujours bossé, mais t'as pas idée, bossé jour et nuit pour des boîtes de tout secteur, et du coup j'en ai sous le talon en marketing. Je suis nulle en entrepreneuriat, je suis en stagiaire entrepreneur, mais à côté de ça, tous ceux qui me disent, en fait, toute la partie go-to-market dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, j'ai un produit, maintenant, comment je le commercialise, comment je façonne mon offre, comment je promeut mon contenu, comment je crée une communauté. Mais en fait, sur cette partie-là, tout ce que je leur donne est super actionnable. C'est que des leviers grosses qui, en France, sont pas documentés, qui viennent des États-Unis. Et du coup, à ce moment-là, Philippe, l'axe grosse marketing, qui est, tu vois, très transverse, indépendant, grosse boîte, TPE, PME, ça touche tout le monde. En fait, c'est juste une nouvelle façon de faire du marketing. En fait, ce truc-là explose sur Clubhouse et je deviens plus suivie que Roxane Barza, tu vois. Enfin, il y a un truc un peu magique où, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un peu par hasard et par erreur qu'il y avait beaucoup de traction sur le gros. Ouais. En repensant à ce jour, donc maintenant que tu as un peu d'expérience sur le podcast et puisque tu t'es reconcentré sur le podcast, tu as laissé tomber un peu Clubhouse? Non, je fais toujours. Ça me vexe que tu dises ça. Non, mais c'est Clubhouse, c'est les gens qui ont laissé tomber. Nous, on fait toujours Clubhouse aussi, donc, mais les gens ont laissé tomber un peu Clubhouse. Ouais. Peut-être. Moi, j'ai pas laissé tomber. Je sais pas, Clubhouse, je sais pas. Mais en tout cas, cette communauté d'entrepreneurs, d'intelligence collective qui suit cette room toutes les semaines depuis un an maintenant et qui vient s'entraider, qui vient réseauter tous les mercredis des 9h à 10h. Voilà, on a, je crois, 70 personnes environ en live qui sont présentes. Et puis, environ 300-400 écoutes en replay par semaine, puisque maintenant le replay est dispo sur Clubhouse. Donc non, c'est quand même une jolie communauté. Et contrairement à LinkedIn,
peut-être qu'on fait pas des écoutes mirobolantes, mais il y a une stickiness, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire une rétention qui est visible nulle part ailleurs. Donc, Clubhouse, c'est un très bon outil marketing pour la rétention, et non plus pour l'acquisition. Oui, et puis c'est aussi un outil de la voix qui a cette magie où n'importe qui peut intervenir. Et c'est pour ça aussi que ça reste encore utile, même si apparemment ils ont des patrons qui sont partis récemment et ça risque d'être compliqué pour Clubhouse. Mais c'est vrai que c'est une application qui est très liée à l'univers du podcast. Est-ce que tu compares les deux? Est-ce que tu gères différemment Clubhouse de tes podcasts? Alors, je compare les deux dans le sens où moi, je me serais jamais lancée dans le podcast. C'est trop intimidant, le podcast. Ça demande trop une position d'expert. Donc, moi, ce que j'ai adoré avec Clubhouse, c'est que, en fait, tout t'arrive. Même s'il y a trois technos, tu partages un truc que t'aimes et en fait, c'est les gens qui viennent. Mais ça part pas de la posture de je publie un contenu à haute valeur ajoutée que les stories adorées. Tu vois, il y a un truc beaucoup moins statutaire sur Clubhouse, c'est beaucoup plus de l'amateurisme. Et du coup, c'est grâce à Clubhouse que je me suis lancée sur les podcasts. Il y a une différence notoire qui fait que pour moi, les deux n'ont rien à voir. Le podcast, c'est un média hyper froid. C'est hyper froid. Et moi, c'est encore un truc qui me donne un peu des frissons. Tu vois, parfois, je fais des épisodes, je vois 6 000 écoutes. Et en fait, j'ai aucun retour. Et ce truc-là, moi qui suis habituée des réseaux sociaux, où en fait, tout de suite, tu as un retour instantané sur ce que tu fais. Le podcast, tu as intérêt à avoir les doigts bien accrochés parce que, tu vois, je me dis, mais comment ça se fait sur 6 000 personnes, il n'y a pas une personne qui m'envoie un message. Mais est-ce que les gens, ils ont aimé, ils n'ont pas aimé? En fait, à part les datas, t'as pas de, tu vois, donc moi, j'ai mis en place justement des choses sur mon podcast pour réchauffer ce média. Et je pense que c'est ça qui a bien marché. Mais il y a une différence colossale entre les deux. Je vais même dire que c'est aux antipodes, en fait. C'est Clubhouse, c'est social media et le podcast, ça reste quand même très statutaire. En tout cas, moi, je trouve. Ouais, et puis après, engager la communauté, c'est pas simple. Ça veut dire aussi rajouter des éléments en dehors du podcast. Et ça, on pourra en parler parce qu'il y en a qui font ça dans les podcasteurs qui réunissent leur communauté. Mais ça veut dire aussi du temps, de l'énergie, quasiment autant qu'à faire son podcast. Et il faut avoir la capacité à pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as réussi une partie, une moitié ou dépassé ce que tu imaginais quand tu as lancé ton podcast? Ton état des lieux actuellement, c'est vrai que tu fais beaucoup parler de toi et puis tu es très présente sur LinkedIn notamment où tu déploies beaucoup de choses et ton podcast, voilà, tous les autres podcasteurs en parlent et c'est vrai que dans l'univers du podcast, on parle beaucoup et on s'écoute beaucoup entre nous. Et même si l'auditoire augmente petit à petit et l'industrie se développe, mais comment tu te vois aujourd'hui par rapport à ce que tu as imaginé? Est-ce que tu es à la moitié? Est-ce que ça a dépassé ce que tu pouvais imaginer? Alors Oui, déjà, ça me fait trop plaisir ça me fait trop plaisir ce que tu dis, Philippe, parce que justement, moi, comme je viens pas du tout de ce monde-là, alors que j'essaie de faire mon trou, mais ça prend du temps, donc j'ai quelques copains podcasteurs maintenant. Mais tu vois, ça fait quand même moins d'un an, donc moi, je savais pas qu'on parlait de mon podcast, donc déjà, ça me fait hyper plaisir. Si, j'en ai parlé à Carlos Diaz, à Mathieu Stéphanie. Enfin, c'est pas voilà, ça fait partie de l'industrie du podcast. Et puis t'es présente. T'es quand même assez visible et assez présente parmi ce petit microcosme des podcasteurs et podcasteuses. Bah, c'est marrant que tu dises ça parce que tu parles de Mathieu Stéphanie et son studio m'a contacté il y a peu pour le sponsoring. En fait, pour répondre à ta question, Philippe, ce podcast, il a dépassé mes attentes. Moi, je voulais juste faire un challenge. Et moi, il y a un truc qui m'éclate dans la vie, c'est les algorithmes. Si j'aime les réseaux sociaux, c'est que je trouve que c'est fascinant. Si tu veux, moi, de base, j'ai pas fait une école de commerce, j'ai fait de la psychosociaux. J'adore les comportements utilisateurs. J'adore observer les gens. Après, j'ai été monitrice de colo et je voyais comment les gens, ils interagissaient les uns avec les autres, les enfants qui créaient, on m'aurait dit des mini-sociétés. Tu as le leader, le mentor, il y a des sociotypes comme ça. En fait, moi, ça, c'est ma vraie passion. C'est l'observation des gens. Moi, j'aime le marketing, mais le marketing comme une science. Pas, tu vois, j'aime pas les recettes toutes faites. J'observe en permanence. Et en fait, ce qui est hyper intéressant,
c'est que de base, le podcast, c'est un milieu un peu d'experts. Et je pense qu'il n'avait pas été rafraîchi depuis hyper longtemps. Alors, le podcast, il a dépassé mes attentes. Mais en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que je suis arrivée comme un Indien dans la ville. Et je pense, Philippe, après, tu me diras ce que tu en penses, c'est intéressant aussi. Mais moi, je pense que ce qui a fait mon succès, le succès de Marketing Square, parce que ce que j'ai, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller plus haut. C'est déjà une belle surprise. C'est qu'en fait, j'ai rien fait comme il fallait. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai fait plutôt des formats ultra courts, un par jour. Tout le monde me disait, mais t'es un ovni, mais t'as rien à faire. Pourquoi tu t'amuses à faire ça alors que t'es entrepreneur? Enfin, même ton business, tu vois. J'ai pris que des invités inconnus. J'ai dit, en fait, il y en a marre des têtes d'affiche. On voit tout le temps les mêmes. Alors, moi, je suis quelqu'un, je t'ai dit, je suis un bébé entrepreneur. J'ai pas fait les grandes écoles de commerce. Moi, j'ai fait plutôt l'école de la vie. À 21 ans, j'étais à New York. Mes parents, ils m'ont jamais payé mon loyer ni rien. J'ai dû me démerder toute seule. Et du coup, je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas de réseau, mais qui ont beaucoup d'idées et qui ont beaucoup de choses à partager. Et on donne l'antenne à des gens qui ne sont pas très généreux, qui sont déjà hyper sollicités. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des contenus pauvres. Et je me suis dit, et si on donnait la parole aux gens qui l'ont pas assez? Et en fait, c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui fait que je continue à faire du podcast, Philippe. C'est que je pense que c'est vraiment une industrie qui a besoin qu'on envoie un grand coup de pied dans la fourmilière, et y compris dans le sponsoring, où moi, j'ai une approche sponsoring qui va à contre-courant de toutes les pratiques actuelles qui sont basées sur le coût parmi les coûts, tout ce genre de choses. Et je pense que c'est pour ça, en fait, que ça a un petit peu fonctionné, fait parler. Est-ce que tu te fixes des objectifs? Ou alors c'est vraiment ça vient comme ça vient et puis on verra après? C'est marrant parce que ce matin, je faisais un coaching podcast, justement. Et en termes d'objectifs, pour tous ceux qui débutent, il faut surtout pas cibler le volume. Et ça, c'est une erreur que je vois. J'aimerais vraiment bien qu'on le communique, ça. Parce que c'est une erreur que je vois très fréquemment, Philippe. Les gens traquent leur nombre d'écoutes. Et en fait, ça donne des créateurs qui sont déprimés. Moi, mes premiers podcasts, j'avais pas d'écoute et c'est OK. Et ça veut pas dire qu'on a une voix désagréable, ça veut pas dire que le rythme est pas là, ça veut pas dire que le contenu est pas qualitatif. Ce qu'il faut traquer comme objectif, et moi, ce que je traque tout le temps, c'est ma courbe de croissance. C'est tout ce qu'il faut traquer. Il faut pas regarder son volume d'écoute, ça veut rien dire. Si tu regardes, tu viens de sortir ton podcast, tu as fait 100 écoutes, le seul indicateur qui est vraiment actionnable, est-ce que ça fonctionne ou pas, c'est ton degré de croissance. Donc, moi, je vise 30% de croissance par mois. Si j'ai pas 30% de croissance, je suis pas contente. Après, il faut toujours remettre en cause, remettre en question ces podcasts. Pourquoi? Parce que plus tu gagnes en volume, plus ton indice de croissance, il va baisser. C'est normal. Tu peux pas avoir une croissance toujours exponentielle. Il y a un peu un plafond de verre. Donc voilà, la croissance, elle baisse avec le volume et c'est normal. Mais voilà, pour tous les créateurs qui vont lire le magazine, traquez plus le volume d'écoute. Sinon, vous allez déprimer. Traquez votre courbe de croissance, la croissance du nombre de vos écoutes. Est-ce que ça, c'est un peu le plus grand enseignement que tu as retiré de cette année, qui est quand même en effet récente, mais qui est intéressante comme expertise pour quelqu'un qui s'y connaissait pas. Et après, on parlera de la technique après, mais là, les plus grands enseignements que tu as eus, c'est ça, c'est ne pas traquer les volumes. Et qu'est-ce que tu pourrais retirer d'autres de cette année que tu pourrais partager? La première chose, justement, parlant de partager sans compter. Pour moi, ça, c'est mon credo. Et en fait, il y a plein de fois des gens qui m'ont appelé en me disant « Ah, mais c'est vraiment trop bête, je pourrais faire de toi une personne riche. Pourquoi tu donnes tout ce contenu gratuit ?» Il y a plein de mecs, tu vois, c'est beaucoup des mecs, Philippe. Mais je suis pas dans un pseudo-truc féministe, mais surtout au moment de Clubhouse où ça a bien marché, on a beaucoup voulu me manager en me disant « Ah, c'est pas bien ce que tu fais, pourquoi tu monétises pas ?» En fait, moi, mon approche, ça a toujours été, je monétise pas auprès des gens, auprès des auditeurs, auprès des créateurs. Je monétiserai auprès des marques quand j'aurai une communauté, mais j'aime pas faire payer des gens qui n'ont pas d'argent. C'est un principe de base. Et du coup, en fait, moi, le premier conseil, c'est si vous voulez faire un podcast, et c'est ce que j'ai dit à cette coachée encore ce matin, c'est il faut apporter de la valeur. Et en fait, tu peux pas apporter de la valeur si tu dis aux gens des moitiés de contenu. C'est-à-dire ce que font beaucoup de gens. Oui, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans ma formation payante et il faut payer. En fait, moi, j'aime pas ça. Moi, mon contenu, c'est full générosité. C'est ce que je recommande. Moi, je dirais mon enseignement principal à quelqu'un qui veut réussir son podcast, c'est dis tout ce que tu sais. Sinon,
l'histoire, elle progresse pas. Il n'y a pas de progrès social même. Si tout le monde avait gardé ses idées, si les idées sont pas partagées, elles prennent pas en valeur. Donc, première chose, c'est partager vos idées, elles prennent en valeur et pas l'inverse. Ça, c'est mon mantra. Et je pense, la deuxième chose, c'est pas avoir peur des autres. Moi, j'ai fait énormément de partenariats et j'ai grandi grâce à la collab. J'ai fait des partenariats avec d'autres podcasteurs. Et pareil, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais tel podcasteur, il fait moins d'écoute. Ah, mais telle personne. Ah, mais pourquoi tu prends des petits invités Le hack, c'est que les gros invités, ils partagent l'épisode. » En fait, tu vois, tu t'en fous. Si t'aimes quelqu'un, rends-lui service, même si ça te rapporte rien. Et du coup, moi, la collab, en tout cas, je sais que ça m'a fait cartonner mon podcast et que les gens me l'ont rendu, Philippe. Tu vois, Estelle, avec qui je faisais la conférence, elle a le podcast du marketing. Évidemment qu'on est en compétition, mais tu t'amuses pas dans la vie si tu es en compétition avec tous les gens, les seuls gens qui font le même métier que toi. T'es obligé d'être tes amis, c'est pas tes compétiteurs. Et ça, je pense que ça a réussi à tous ceux qui arrivent à dépasser cette barrière de je vais moins briller si on est deux, je veux pas donner de lumière aux autres, à combien je donne par rapport à combien je reçois. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Et dis-moi si tu en veux un troisième, je veux pas te saouler de parole. Non, mais tu me saoules pas, tu sais, on a le temps, on est là aussi pour prendre le temps. C'est ce qui est agréable dans ce genre de secteur, c'est qu'on n'est pas ni à la radio et on n'a pas 2 minutes pour parler ou ni sur les réseaux sociaux et puis on prend le temps. Et c'est ce qu'on aime aussi dans Clubhouse, c'est le temps de pouvoir se parler vraiment et pas simplement de survoler de manière un peu superficielle. Donc, non, si tu as un autre enseignement avec plaisir avant de passer sur la vie et le boulot. Le troisième enseignement, parce que tu viens justement d'en parler, c'est l'audit. Alors, tu vois, Clubhouse, c'est très fort parce que en fait, tu es en contact avec les gens. Et ça, dans le podcast, en fait, on arrive rapidement à trop s'écouter, à se dire que finalement, on n'a qu'à faire un truc pour se faire plaisir. Et le problème, c'est que les créateurs qui créent des contenus sans avoir pris la température du marché, souvent, ils sont déçus parce que, un peu comme dans l'entrepreneuriat, si tu crées un produit pour toi-même, tu seras le seul à l'acheter. C'est pareil avec la stratégie de contenu. C'est hyper important de bien auditer, notamment dans le podcast, parce que c'est un média froid. Et du coup, voilà, sortez pas des épisodes pour vous faire plaisir, mais allez vraiment écouter le marché, c'est-à-dire quelles sont les questions récurrentes que les gens vous posent, quelles sont les réactions face à vos épisodes sur les réseaux sociaux. Donnez-leur la parole. Moi, je donne toujours un encart de parole. Donc, tu mentionnais les communautés. Ça peut être aussi les posts sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, les renvoyer ailleurs. Parce que voilà, le podcast, c'est un mur. Et après, où est-ce qu'ils vont il faut absolument que tu les envoies. Mais voilà, je pense qu'un bon podcasteur, c'est quelqu'un qui sait très, très bien écouter, paradoxalement, avant de parler. Et voilà, commencez avant de créer votre contenu, avant de brancher le micro, commencez par avoir des très, très grandes oreilles. Voilà. Et je pense que Clubhouse, pour ça, a été un très bon formateur parce que on est obligé, si on veut avoir les gens qui continuent à écouter, on est obligé de concerner. Et c'est vrai que ceux qui se lancent dans le podcast sans être passés par la case Clubhouse ou par la case conférence, mais conférence à plusieurs et pas simplement conférence avec un panel et où il n'y a pas d'interaction vraiment. Format monarchique. Collaboratif. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est ce qu'on aime dans Clubhouse, c'est ce format non monarchique. La vie et le boulot, c'est quoi les qualités, avant de dire, voilà, je pense que si tu bosses tout seul, si tu as des collaborateurs avec qui tu bosses, comment tu t'organises, c'est quoi les qualités que tu apprécies le plus autour de toi, dans les gens qui travaillent avec toi? Alors, je ne sais pas si tu es seul à bosser ou si vous êtes une équipe ou comment tu organises aujourd'hui, mais quelles sont les qualités que tu apprécies le plus? La première, je dirais, c'est l'intégrité. Voilà, on a beau faire des réseaux sociaux, il y a un trait que moi j'apprécie particulièrement, c'est être la même personne quand la porte est ouverte que quand la porte est fermée, tu vois. Ça, dans l'industrie des médias, pas toujours le cas et je trouve que c'est vraiment valuable. Enfin, ça a beaucoup de valeur, les gens qui arrivent à être intègres. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, ils ont leur ligne directrice et ils arrivent à la congruence totale ils coûte que coûte, en fait, quels que soient les appâts, quelles que soient les embûches, quel que soit le nombre de personnes qui est là.
qu'il y ait une personne ou qu'il y ait 12 000 personnes, la qualité de ce que tu vas transmettre, la qualité de ce que tu vas donner, la passion, la ferveur avec laquelle tu vas le faire. Voilà, l'intégrité, je pense, c'est la chose numéro 1. Dans l'intégrité, tu vois, je vois un petit peu la passion parce que la passion, je sais pas si c'est tellement une valeur, mais pour moi, il y a ce côté, voilà, réussir à jamais déroger à qui tu es et ce que tu veux atteindre. La deuxième valeur, il y en a plein. Hein. Moi, je les aime toutes, les qualités, je les aime toutes. Je dirais la générosité, Philippe, tu vois. Pas compter ce que tu donnes, pas être. Ouais. Tu bosses toute seule aujourd'hui? Comment tu t'organises? À quoi ressemblent tes journées professionnellement parlant, hein, puisque le reste, ça te regarde. Là, je vais te faire peur, Philippe. À quoi Alors, moi, du coup, pour l'instant, non, ça, je fais pas tout toute seule. Moi, j'adore déléguer. Je suis très à l'aise avec ça. J'aimerais tout déléguer pour passer mon temps les pieds dans le sable. Ce serait trop bien. J'ai aucun problème pour déléguer. En fait, aujourd'hui, sur Marketing Square, on est 2. J'ai un monteur audiovisuel qui est à temps plein. Et sur Richmaker, on est 4. Et sur Refer, on est 8. Et demain, peut-être il sort quand le magazine, Philippe? Octobre, parfait, tu peux l'annoncer. Donc, Refer et Richmaker vont certainement fusionner. Donc, on est en train de le préparer et c'était fait pour, tu vois. C'était fait pour que je garde pas 2 boîtes à la fois. Je suis cofondatrice sur les 2, donc on est en train de les fusionner, de fusionner les équipes. Ce sera beaucoup plus facile que d'avoir 3 boîtes en même temps. Mais voilà, tu sais tout. Non, je suis pas toute seule et j'aimerais même qu'on ait encore plus de gens, mais je suis obligée de grandir avec mes moyens et ma croissance, tu vois, pour pas. On sait que le podcast, c'est une question de mode aussi. Les créateurs, on peut se démoder, et donc faut pas non plus brûler la chandelle par les 2 bouts parce qu'on a un petit succès de quelques mois, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Comment tu fais, parce que tout ça, c'est très chronophage au niveau boulot. Quid de l'équilibre pro-perso? Alors moi, j'ai jamais fait trop la différence entre les 2. Je sais que c'est déconseillé pour mon équilibre. Mais en fait, moi, j'ai toujours été très équilibrée. Enfin, si tu m'as vu dans la vraie vie, moi, le truc, c'est que j'adore les gens, j'adore les rencontres, j'adore mon métier. Le podcast, tu vois, c'est même pas mon métier. Moi, c'est encore une passion parce que mon métier, c'est plutôt être entrepreneur, enfin, essayer d'être entrepreneur dans la tech. J'ai pas de... Chez moi, ça n'existe pas ça. Alors, peut-être à tort, mais je fais pas trop la différence entre les 2. Tu vois, après ton super festival, on est allé boire un coup avec une quinzaine de podcasteurs et c'était vendredi soir et j'ai adoré. Et puis après, je suis passée à l'anniversaire de copains et j'aurais pu venir avec Vincent qui bosse avec moi de la toile sur écoute où j'aurais pu, enfin, tu vois, moi, mes collègues de boulot, c'est mes potes et vice-versa. Et j'aime, pour l'instant, en tout cas, je me suis pas, j'ai pas fait de burn-out et pour l'instant, je suis heureuse comme ça. Et je fais pas trop de distinguo. Pas trop de distinguo. Comment on fait quand on sent qu'on n'y arrive pas? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bien sûr, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tous les jours, Philippe. Alors, comment tu Ça fais m'arrive quoi tous les tes jours. Et alors, moi, ce que je dis tout le temps, le case study, j'ouvre ma conférence sur le podcast là-dessus. C'est, je leur montre, d'un côté du visuel, il y a les rendez-vous du co-marketing, qui est mon premier podcast. Et de l'autre, il y a Marketing Square. Et tu vois, je me souviens plus le différentiel, mais je crois que c'est, du coup, les 2, c'est sur une échelle de temps de 8 mois. Et en fait, je leur montre le différentiel. Il y en a un qui fait genre 2000 écoutes. Et il y en a un qui fait genre 500 000 écoutes. Et je leur dis, en fait, le gros problème quand on est créateur, c'est qu'on a tendance à prendre l'échec comme un truc personnel. C'est-à-dire qu'on se dit, quand on fait du podcast, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ah, ma voix est insupportable, j'ai la voix nasillarde. Ah, mais d'un côté, je laisse pas assez de place à mes invités, ou alors je sais pas m'affirmer. Mais dans tous les cas, on trouve pas sa place. Mes sujets sont pas bien. J'ai pas de communauté. En fait, on se trouve plein de raisons de s'incriminer, alors que c'est juste la méthode qui pêche. Et du coup, la seule façon de craquer la bonne méthode, c'est continuer d'essayer. Donc, tu vois bien à partir de là que si tu te dis ça marche pas, donc je déprime, t'es sûr qu'il se passe rien et que tu peux pas t'améliorer. Par contre, si tu continues de te débattre comme un poisson hors de l'eau, au bout d'un moment, tu vas peut-être trouver la clé. Et voilà, moi, quand ça marche pas, je me dis ça a pas marché, mais j'ai réussi à pas être immobiliste. Parce que si j'avais été immobiliste, j'aurais rien compris
Et là, j'ai trouvé un nouveau truc qui marche pas. Donc, c'est un pas de plus vers les trucs qui marchent. Tu sais pas ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. À quoi ressemble ta C'est journée très aujourd'hui? américain. Oui, c'est très américain. Est-ce que tu vis où? Est-ce que ton planning il est comment? Il est 3 mois à l'avance? Est-ce que à quoi ça ressemble ta journée? Euh, Après, on parlera un peu plus de la partie audio dans ta vie, mais en termes d'organisation. Alors, mes plans marketing, je les fais toujours au mois, ce qui est hyper étonnant. Je sais, quand je bossais dans des grosses boîtes, enfin dans des plus grosses boîtes aux US, je faisais au quarter. En général, c'est ce qu'on fait. Mais là, on est sur on est ce qu'on appelle pré-product market fit sur mes deux boîtes. Et du coup, je travaille que au mois. On a des équipes qui changent, on a des produits qui changent en permanence, donc on avance avec les nouvelles releases. Donc non, j'ai rien de prévu 3 ans à l'avance. Je travaille, tu vois, j'ai pas de studio génial. Je travaille là depuis ma chambre parce que j'ai laissé mon studio à mon associé de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la fenêtre. Et du coup, tu vois, on est deux, on bosse dans 35 mètres carrés. Donc voilà, je j'ai pas trop de feuilles de route. Moi, je creuse des choses qui fonctionnent et j'arrête des choses qui fonctionnent pas. Et tu vois, j'apprends vraiment en faisant. Mais ça ressemble à ça mes journées. Tu vois, c'est pas. J'ai commencé mon podcast, j'avais pas de studio de podcast, j'avais un micro à 100 balles, j'habite en rez-de-chaussée, donc c'est insonorisé au minimum. Et ben ça marche quand même, tu vois. Peut-être que c'est pas parfait, mais mieux vaut fait que parfait. C'est ce que je dis tout le temps. Du podcast à la marque, est-ce qu'aujourd'hui tes podcasts sont devenus des marques ou est-ce que l'objectif est d'en faire des marques? Non, l'objectif, c'est toujours de marrer. Et puis l'objectif, c'était pourquoi est-ce qu'on rend le marketing aussi difficile? Pourquoi est-ce que le marketing, c'est que des acronymes? On a l'impression que les mecs, ils ont eu des masters et des masters, ils ont déposé des concepts qui se prononcent qu'à l'américaine. Moi, je me suis juste dit, j'ai vécu du growth marketing pendant 10 ans. J'ai été formée à New York, qui est là où en fait le growth marketing est né. Et j'en avais un peu marre de voir que tu vois, pas des imposteurs, j'exagère, mais tu vois, il y avait que des mecs qui rentraient des US d'un stage de 3 mois en disant c'est bon, j'ai lancé ma formation de grosse et je me disais mais non seulement ils rendent ça difficile et puis en plus c'est des vendeurs de rêves, ça marche pas vraiment, ils proposaient que des petits quick wins, tu sais, des petits hacks, des petits trucs, mais tu vois, sans dire ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire que derrière des hacks, il y a souvent des effets de longue traîne qui sont pas nécessairement bons pour la marque. Tu vois, par exemple, tu fais une promo, tu fais baisser ton coût d'acquisition. C'est-à-dire que si tu fais une promo, les gens vont venir plus. Mais est-ce que sur le long terme, tu détruis pas ta marque? Tu vois, donc en fait, derrière le hack, il y a toujours une partie cachée. Et je trouvais que c'était mal fait. C'était mal documenté. Je trouvais que c'était un peu le miroir aux alouettes. Et j'avais envie de rendre ça plus juste, plus décomplexé. Et aussi, j'avoue qu'il y ait plus de femmes. Et qu'il y ait plus de femmes. Ce qui est le cas d'ailleurs beaucoup dans le podcast, hein, par rapport à l'univers audio qui existait avant, qui était l'univers de la radio, qui était qui était un univers très masculin. Le podcasting est quand même assez féminin. L'argent dans tout ça, on n'en a pas parlé. C'est quoi qui te fait vivre aujourd'hui? Alors, c'est l'audio qui te permet d'avoir développé, mais pas que ça. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui te rapporte le plus et auquel tu t'attendais pas forcément, est-ce que tu peux nous partager un peu ton modèle économique par rapport à la partie audio et puis à ce que tu développes en parallèle avec tes boîtes? Alors, sur l'audio, il y a plein de questions d'un coup. Sur l'hygiène de mes boîtes. On a Marketing Square, le podcast, qui vit avec du sponsoring. Alors, du coup, le sponsoring, c'est un format. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est que j'aime pas le placement automatique publicitaire parce que j'ai pas envie de perdre la maîtrise sur mon contenu et parce que je trouve que le modèle, du coup, pour 1000 écoutes, étrangle les podcasteurs et n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, rémunérer un podcast au nombre d'écoutes, ça n'a pas été créé par des marketeurs. Les marketeurs, ils savent que la valeur d'une audience, c'est sa spécialisation. Typiquement, aujourd'hui, Philippe, si toi, pour Podcast Magazine, tu veux faire une publicité, il faut mieux que tu ailles dans un podcast qui ne parle que du podcast, plutôt qu'un podcast plus gros
mais qui parle de tous les médias confondus. Pourquoi? Parce que tu vas convertir plus sur une petite audience qui est nichée. Sauf que ça, le CPM ne le prend pas en compte. Et aujourd'hui, on est en train d'étrangler tous les indépendants, tous les petits qui se lancent, qui ont des audiences qui ont de la valeur, et on est en train de leur dire, votre audience n'a pas de valeur, et on est en train de les empêcher de pouvoir commencer à mettre des frais pour se payer un studio, se payer un monteur. Et tu vois, et ça, je trouve que ce modèle, il n'est pas juste. Donc moi, je fonctionne au package, et je pars du principe que Marketing Square, aujourd'hui, c'est une audience qui a plus de valeur que, par exemple, Generation Do It Yourself. Parce que Generation Do It Yourself, il va parler à tous les entrepreneurs. Mais moi, en fait, pour un outil marketing, tu es sûr de convertir sur Marketing Square. Je n'ai que des gens qui sont en train de faire du marketing par eux-mêmes, d'implémenter des méthodes marketing. Donc, ils ont besoin d'outils. Donc, tu vois, c'est là où, aujourd'hui, moi, avec mon plan déjà de monétisation, je suis arrivée avec quelque chose de radicalement différent. Et j'en ai marre aussi qu'on crée que des systèmes qui régalent toujours les mêmes, c'est-à-dire les gros studios, les gros labels, ceux qui ont les moyens, et qu'on dise aux autres qu'on ne peut pas vivre de sa passion et que c'est bien de ne pas quitter son CDI tant qu'on n'a pas atteint les 100 000 écoutes. Donc, non, mais Donc, tu es sur le host street, c'est ça? Je suis sur un format host thread de 15 secondes et du coup, je vends à des outils marketing qui sont des outils que j'utilise. Donc moi, j'ai décidé pour pas polluer mon audience. Ça, je ne sais pas à quel point ça peut t'intéresser ou pas que je te détaille mon plan de monétisation, mais en gros, je veux pas diluer mon audience. Aujourd'hui, le problème des petits créateurs, c'est que par contre, on a tendance à avoir l'appât du gain et à se dire tout d'un coup, tu vois, tu peux te faire plein de sous. Donc on passe d'un modèle où ton podcast il te rapporte rien et tout d'un coup, non seulement tu as l'attraction des gens et en plus il y a des marques qui viennent et en fait le gros écueil à éviter, c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est qu'on te file un chèque et en fait, on vous dit, tiens, on parle de ça, et tu finis par raconter tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que les indépendants, ils tombent vachement vite là-dedans, ils sacrifient leurs audiences et après, patatras. Donc, moi, ce que je fais pour pas polluer mes audiences, donc ça, c'est quand tu bosses dans des agences médias, on va regarder ta pollution de ton audience et ça détermine à quel point tu peux pricer, donc tu peux faire un prix élevé ou pas. Plus ton audience est polluée, plus ton prix va descendre. Parce que c'est un message d'une marque au milieu de plein d'autres messages de marque. Donc moi, ce que je fais pour pas polluer, c'est, je me restreins à un vivier d'une dizaine de marques partenaires qui sont mes outils que j'utilise. Donc mes Phantom Busters, Iconosphere, c'est que des outils que j'utilise, qu'on voit dans mes formations, dans mes conférences. Et en fait, c'est à eux que je donne accès à mon plan de sponsoring. Et ça veut dire que c'est toi qui est un peu comme disait Mathieu Stéphanie, c'est toi qui choisis tes marques. Mais pourquoi elles te suivent, ces marques-là? Parce que tu parlerais d'elles limite gratuitement, non? Non, je parle pas d'elles gratuitement. Je parle d'elles gratuitement sur Clubhouse, par exemple, parce que les gens, si on vient me dire quels sont les outils, alors tu vois, quels sont les outils que tu utilises, bien sûr que je vais donner mes outils préférés, mais je parlerai pas d'elles dans le podcast. Tu vois, systématiquement, Philippe, moi, on m'écrit des agences ou des marques pour me dire oui, ce serait bien que vous ayez une interview de notre fondateur. Non, en fait, c'est pas bien que j'ai une interview de notre fondateur. Moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, tout le monde est le bienvenu, mais en fait, ce que vous venez apporter, c'est un apprentissage. Si c'est pour parler de votre produit, ça s'appelle une publicité et c'est pas ici. Donc non, je le fais pas. Et par contre, en fait, comme je te dis, c'est un vrai partenariat dans le sens Iconosquare, par exemple, qui a été mon premier sponsor. Le jour où j'ai fait une formation sur LinkedIn, en fait, je les ai mis en avant direct dès que je fais une conférence. Je fais à peu près une conférence par semaine. Je forme des grosses entreprises ou je fais des conférences dans des incubateurs où il y a pas mal de monde pile dans leur cible. En fait, je les place tout le temps parce que c'est des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de développer mon podcast. Donc, tu vois, c'est vraiment, en fait, ce que je dis tout le temps à mes sponsors, c'est qu'ils n'achètent pas un espace média, Philippe, tu vois. Ils achètent, ils encouragent mon podcast et en fait, ils rentrent dans mon pool de partenaires. Et à l'année, du coup, moi, je voudrais travailler avec les mêmes partenaires et pouvoir être dans le luxe de recommander que des outils que j'utilise, que je sais bien utiliser mieux que les fondateurs eux-mêmes et recommander à mes audiences justement des trucs que eux-mêmes n'avaient pas vu dans l'équipe en interne. Donc ça, je trouve ça hyper cool et j'ai envie de bosser comme ça. Donc ça, c'est la partie Ostrid, financement. Ouais. Et donc, le reste parce que je suppose que c'est pas suffisant pour faire tourner une boîte. Donc c'est quoi? C'est les conférences pour lesquelles tu te fais rémunérer. Et ensuite, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu pensais pas et qui sont arrivées financièrement et qui te permettent aujourd'hui de
de développer tes boîtes? Si tu veux le détail, du coup, Marketing Square, c'est que du sponsoring. Donc, le podcast, c'est que du sponsoring. À côté de ça, j'ai Caroline Mignot, sur lequel je fais des conférences, des coachings, que ce soit sur la marque employeur, utiliser LinkedIn, le soft leadership, comment devenir incontournable, développer sa marque personnelle sur LinkedIn. J'ai tout un tas de formats aussi. Par exemple, là, je prépare 2 livres. Tu vois, donc j'ai des formats comme ça. Je fais des masterclass avec des organismes de formation. Typiquement, je suis formatrice LinkedIn Learning sur la plateforme LinkedIn. Donc, je suis embauchée par LinkedIn pour faire la formation LinkedIn. J'ai quoi d'autre? Je vais faire une formation avec Envy aussi. C'est une nouvelle... Enfin, voilà, j'ai une partie en fait formation, j'ai une partie conférence, j'ai des coachings. Vraiment, j'ai aucune art publique. Mais du coup, quand c'est des gens que j'ai vraiment envie d'aider, comme ce matin, une podcastrice qui me dit j'arrête mon podcast, je vois plus le bout, j'arrive pas à monétiser, bien sûr que je la prends, tu vois. Mais par contre, de base, je compte pas là-dessus. Et puis après, j'ai Refer et Richmaker. Donc sur Refer, on est en train de lever des fonds. Richmaker est déjà monétisé, mais je choisis de pas me rémunérer pour l'instant. Et par contre, Refer me rémunère déjà. Donc je sais également. Et je crois que j'ai rien. Mais tu vois, Philippe, j'ai pas tellement le business model. Moi, c'est plutôt j'essaye de faire en sorte qu'une partie de l'argent que je gagne, elle reparte dans mes boîtes pour financer des développements tech. Et voilà, mais Tu jongles un peu, pas plus de ouais, structure que ça. Et ça avance. Et puis ça fait pas longtemps. Il faut quand même rappeler que tout ça, ça s'est créé en très peu de temps, hein, un peu plus d'1 an. bah, c'est ce que je dis. En fait, en termes de structure, c'est plutôt structuré. Pour le coup, il y a l'activité podcast avec que du sponsoring. Donc, je fais rien d'autre, fini. C'est-à-dire que tu vois, on me propose des invités payants, des trucs comme ça. Je monétise rien d'autre que le sponsoring dont je t'ai parlé. Après, il y a ma marque personnelle, Caroline Mignot, avec des produits dérivés, conférences, formation, coaching, livres, masterclass. Et puis après, il y a mes 2 boîtes, on veut faire des Richmaker. C'est bien compartimenté, mais par contre, c'est vrai que c'est du coup, Alors, j'ai du mal à te dire, c'est pas un business oui, non, non, model. mais c'est pas le but. Mais du coup, un podcasteur qui a besoin d'être accompagné, comment tu fonctionnes avec eux? C'est parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément énormément de moyens. Donc, ça veut dire que c'est aussi un brin d'accompagnement. Bon, bien sûr, il y a quand même un budget parce que c'est du temps et si Ouais. c'est du temps, c'est de l'argent. Mais ça, tu les accompagnes sur une longue durée ou alors ça dépend, c'est vraiment sur mesure selon le besoin des podcasteurs. T'en accompagnes beaucoup de podcasteurs aujourd'hui? J'ai dû faire une dizaine de coachings depuis le début. En fait, ce qui a vachement parlé aux gens, c'est le côté, je pense, le bullshit. C'est qu'ils apprécient le fait que je me suis plantée et que j'ai pas de problème avec le fait de se planter. Et aussi le fait que je dis vraiment toujours ce que je pense. Donc, tu vois, quand il y a des contenus qui sont pas bien, bah, moi, je le dis. Je dis là, faut tout refaire. Alors là, il y a tout acheté. Et je pense que les gens ont besoin, en fait, ce discours, bah, moi, je dis toujours, bienveillance n'est pas plaisance. En fait, tu vois, c'est à force de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, ils progressent jamais. Donc, donc sur les coachings, j'en ai pas fait énormément. Moi, je m'adapte à fond. Je suis pas du tout le genre je suis pas consultante, je suis entrepreneur. Donc, tu vois, je vais pas être sur des tarifs fixes, des machins. Quand j'ai quelqu'un qui a pas de rond, qui me dit j'ai pas de rond, ok, bah écoute, est-ce que tu peux faire un truc pour moi? Qu'est-ce que tu peux mettre? Parfois, si je peux le faire gratuitement, je le fais gratuitement. Si j'ai du temps, Clubhouse, c'est 1 heure par semaine, c'est 100% gratuit. Avant, je faisais 1 heure par jour. Donc voilà, j'ai pas d'offre là-dessus. C'est vraiment à l'affect et au feeling. Par contre, tu vois, j'ai eu plein de demandes pour de la formation. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas la bande passante pour créer une vraie formation. Donc, il y en a plein qui me disent qu'ils avaient besoin d'un accompagnement que je pouvais pas leur donner, en tout cas pas dans leurs moyens. Donc, je les ai mis ensemble, j'en ai fait une cohorte et j'ai une vingtaine de personnes qui vont payer 150 € pour 3 heures de masterclass live. Et en fait, je les prends en live et je leur donne toutes les recettes pour créer un podcast de A à Z. Et je vais faire une promo en juillet et une promo en septembre. Moi, ça me prend 3 heures. Pour eux, c'est hyper accessible parce que 150 €, c'est le prix que tu payes. Enfin, c'est même pas le prix d'une formation. En fait, les formations podcast, c'est plutôt 900. Et en fait, là, je leur dis, c'est pas le truc le plus fouillé que vous aurez, mais en fait, c'est toutes les étapes pour qu'en 3 heures, vous ayez gagné 3 ans et le podcast, il est prêt à sortir. Après, tu peux le brosser davantage, mais moi, c'est tout ce que j'ai compris. Et il suffit de 3 heures, en fait, pour passer à l'action. En fait, on complexifie beaucoup le podcast. Toi, tu sais, nous, on sait qu'au final, c'est pas si compliqué que ça de sortir son premier podcast. Le faire durer, oui. Oui, c'est c'est le plus difficile. C'est justement de le faire durer et de tenir bon.
Et puis surtout après, ça dépend quel type de podcast. Si on parle de podcast de fiction, on est dans toute autre chose. Si ça dépend bien sûr le type de podcast. Alors, on va passer maintenant sur la partie quiz pour terminer cet entretien. Le quiz, ma relation intime avec un podcast. Donc, tu peux citer un podcast en particulier ou un podcast en général. C'est-à-dire le nom d'un épisode ou le nom d'un podcast en général, et puis tu peux changer de podcast bien sûr selon la réponse. Donc, ma relation intime avec un podcast, la première fois avec un podcast. Le premier podcast que j'ai écouté, c'est une bonne question. Dont tu te souviens? Je me souviens. Je pense que c'était. Je peux pas, j'ai business de Aline Bartoli. Donc, tout de suite déjà dans le business. Je pense que c'est quand j'ai voulu lancer ma boîte, ouais. Ouais, que j'ai découvert. Tu n'en écoutais pas aux États-Unis? Non. Voilà. Moi, j'ai toujours bossé comme man, donc j'avais très peu de temps. Ouais, d'accord. Donc, c'était vraiment... ok. Qu'est-ce qui t'a séduit chez lui? C'est accessible et c'est actionnable. Ça, j'adore. Okay. Ces 3 qualités après la séduction. Les 3 qualités d'un podcast après que tu l'aimes et que pour continuer à l'écouter. Je peux en citer un autre que j'aime bien. Ouais, vas-y. Et qui n'est pas forcément le premier. Parce que là, il faut que je parle tout le temps du même. Non, tu peux changer à chaque fois. Moi, mon podcast coup de cœur, c'est Change ma vie de Clotilde Dussolier. Ouais. Cette nana, elle me transporte. Et du coup, là, pour le coup, quand tu me dis 3 qualités, c'est déjà le timbre de la voix. En fait, il y a des voix qui énergisent. Ouais. Pardon, je sais pas si je pense que c'est mal traduit, mais tu vois, energize. Il y a des voix qui donnent de l'énergie. Et tu sais, comme quand t'écoutes, parfois je suis énervée, j'écoute du rap à fond, je me sens comme ça quand j'écoute Clotilde Dussolier. Elle me met dans une bonne énergie, comme tu vois, un rap va mettre un peu les nerfs sur un truc. Et du coup, c'est ça, l'énergie de la voix, je trouve ça très fort. La confiance. Je trouve que quand tu as quelqu'un dans les oreilles, il y a un vrai rap qui se crée, une vraie proximité. Et la troisième chose, énergie, la confiance et une valeur. Donc, la troisième chose après la séduction, je dirais, ouais, tu sais quoi, je dirais la longévité. Tu en as parlé en disant que c'est pas évident à tenir, la régularité. Et c'est vrai qu'il y a plein de podcasts que j'ai découverts à l'époque, quand j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, où j'étais là, waouh, c'est vachement bien. Ah putain, il n'y a pas de 11e épisode. Genre, je me dis, le mec, il s'arrêtait il y a 2 ans, quel dommage. Et le truc était génial. Et ça, ouais, je pense que la longévité, c'est aussi une clé de qualité. Qu'est-ce qui fait faire durer l'amour. Les 3 points faibles qui te font peut-être te dire, je vais peut-être le lâcher, je vais peut-être le larguer. Est-ce que des trucs que t'aimes, enfin, voilà, qui se passent bien, et puis tu dis non, là, j'arrête parce que, alors, sans parler de la question du temps, mais un podcast que tu as écouté, là, c'est plus pareil, donc t'es pas obligé d'en parler. Quelque chose qui me refroidirait direct, c'est quelqu'un qui est pas sympa. On me dit souvent que je suis pas quelqu'un de très business, mais moi, je ne peux pas bosser avec des gens pas sympas, Philippe. Je pense que je suis complètement inapte au monde du travail à cause de ça, mais du coup, un podcasteur, et ça m'est déjà arrivé, d'écouter un podcasteur qui est bon, mais de me dire, il est pas sympa. Tu sais, il a une façon un peu péremptoire de dire envoyer péter son invité, ou en fait, et ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Je veux pas. Un journaliste des médias traditionnels. Ouais, je sais pas. En tout cas, quelqu'un qui mépriserait un peu son invité ou qui fait pas se sentir. Moi, je dis toujours qu'un podcasteur, en fait, il faut accepter de briller moins que ton invité. Un bon podcast, c'est ton invité, il envoie du lourd, il faut que ce soit lui la star. Et du coup, même si il faut réussir à lui laisser de la place, il faut réussir à le mettre à l'aise. Et tu vois, ça me met mal parfois parce que je sens que il y a des podcasteurs où l'invité, il est pas bien. Et le podcasteur, il l'aide pas. Tu sais, il pose un peu les questions pièges et tout. Donc ça, je pense,
un podcasteur pas sympa qui met pas à l'aise son invité ou qui ne laisse pas suffisamment de place, ça me refroidirait direct. Ouais, et c'est ça qui te ferait le larguer, le podcast. Ouais. Est-ce que tu as déjà justement eu une expérience avec un podcast que tu écoutais et puis la promesse était plus là et tu l'as arrêté? Ouais. Un exemple? Allez, vas-y, balance. Non, je peux pas. Balance, Non, je balance, veux pas balance balancer. ton podcast. Ça se fait pas. Tu sais, moi, j'ai grandi dans le 93, Philippe. Je suis pas une balance. Allez, on balance pas. Bon, on va passer maintenant sur Non, ma c'est pas journée. gentil. Non, Ça va rien. J'ai pas gentil. C'est pas gentil. Mais après, non, mais en même temps, ça peut être constructif aussi. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui Je n'a le pas dirai en fonctionné. privé. D'accord. Ta journée sonore, tu écoutes quoi, à quelle heure et en premier? C'est quoi on est vraiment dans ton environnement audio. Ça peut être de la musique, ça peut être peu importe. Il faut que ça soit de l'audio. Tu commences par quoi le matin? Le matin, je commence par mon sport et j'écoute de la musique un peu n'importe quoi pour réveiller mon mec de mauvaise humeur. D'accord. Donc tu écoutes où? J'écoute dans mon salon. Je fais mon sport dans mon salon. Et j'écoute de la musique un peu fitness. Tu veux un titre en particulier? Ouais, vas-y. Balance ton truc. Attends. Bah alors, je vais être sincère, je vais vraiment aller voir. Attends, le truc que j'ai écouté ce matin. Bam Bam de Camila Cabello. Et Tu vois, c'est les playlists fitness, quoi, en gros. tu écoutes avec quel matériel? J'écoute avec mon enceinte Marshall qu'on m'a offert pour mes 30 ans. Enceinte Marshall. D'accord. Tu écoutes seul? Bah, seule, mais comme tu sais, j'ai le bonheur d'habiter à Paris. Du coup, je pense que ça réveille mon mec de mauvaise humeur et également certainement mes voisins. C'est tôt le matin? Non, c'est pas si tôt. Je me lève vers 7 heures en général. Oui, bon, ça va. Ton matos auditeur, c'est quoi ton top hardware, le truc physique qui est lié à l'audio, hein. Pour vraiment écouter de l'audio, c'est quoi ton hardware préféré? Un casque, une enceinte, enfin c'est ton hardware que tu préfères en tant qu'auditeur. Alors, écoute, préféré, c'est mon casque. J'ai un casque Technologica, mais je vais te dire, mon vrai préféré, c'est mes AirPods. Parce que peut-être que c'est pas la meilleure qualité, mais moi, tu te souviens, mieux vaut fait que parfait. C'est facile. Tu peux les mettre dans n'importe quel, tu peux les avoir partout avec toi. Tu peux faire du vélo avec. C'est pas encombrant. C'est hyper résistant. Donc, c'est un peu mon gars sûr. Donc, je dirais plutôt des AirPods. Tu vois. Ton C'est appli, ça. l'appli top, l'appli auditeur, hein, auditrice. Ton appli que tu utilises pour écouter, c'est quoi ton top appli, ta top appli? Franchement, j'alterne vraiment entre Spotify et Apple Podcast. Et je vais dire, c'est assez marrant. J'ai découvert chez moi une segmentation. Je sais pas si d'autres gens partagent ça, mais j'ai remarqué que sur Spotify, c'était mes podcasts plus cuit et sur Apple Podcast, c'est Serious Business. C'est vraiment quand sur Apple Podcast, j'y vais pour écouter genre mes podcasts un peu costauds, les trucs en anglais sur les marketing, tu vois. Et par contre, sur Spotify, j'ai plus un usage récréatif. Je pense que c'est parce que là où j'ai ma musique. Et du coup, je suis pas abonnée aux mes podcasts sur les deux plateformes. D'accord, c'est amusant. Plutôt AirPod ou casque? Bon, tu as répondu. Plutôt Ouais, AirPod. clairement. Mon top matos podcastrice maintenant. Est-ce que le top 3 de micros, est-ce que tu es technique ou pas? Ou tu connais un peu les micros, les trucs, ou c'est pas un truc qui t'intéresse vraiment? Franchement, j'ai que des micros USB, donc ça va te faire hurler. Ah ouais, ouais. Non? Ouais, il y a des très bons micros USB. Donc, c'est quoi, quel micro tu utilises, toi, en tant que Moi, je me podcasteur? suis lancée avec, tu sais, le petit Rode NT, là, celui Ouais. que tout le monde a. Je me suis lancée avec celui-là et quand j'ai signé mon sponsor, je me suis acheté un Shure, le seul de chez Shure qui fait USB. Le MV7? Voilà. Mais en tout cas, pas le Pro. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que moi, le gros critère, c'est un port USB parce que je le branche en fait à mon ordinateur et je ne peux pas utiliser un enregistreur, je peux pas avoir un hardware en plus. Donc voilà, pour l'instant, c'est mon gros critère. Un casque préféré, à part les AirPods? Ton... Moi, j'ai un Technologica qui fait bien le taf, que j'aime bien. Tu connais pas le... Non, t'as aucune idée Je du... crois que je te le dis.
Si tu veux traverser la piste, je peux te dire. Mais là, je n'ai Et, pas la référence de par cœur. est-ce que Mais je peux te le dire. t'as comparé ou c'est un truc qui t'intéresse pas? C'est-à-dire, t'as eu un casque et tu vas pas chercher un autre casque? En fait, mon associé, il est hyper calé en son et il m'en a proposé plusieurs. Et je vais te dire la vérité, Philippe, c'est que comme moi, souvent, je fais des lives et j'ai besoin d'être à l'image avec mon casque, j'ai pris celui qui faisait le moins extraterrestre. D'accord, ben voilà, au moins une bonne réponse. Ton top, J'avais pas envie d'avoir un énorme truc comme ça, tu vois, franchement. ton top logiciel pour monter, est-ce que c'est toi qui montes ou Ouais. Alors maintenant, j'ai un monteur, mais comme j'adore monter, moi j'adore le montage, hein. Donc je peux pas m'empêcher de recisailler derrière lui. GarageBand, pour le coup, je sais pas si c'est expert ou pas, mais moi je trouve ça tellement facile d'utilisation. J'ai fait mes 100 premiers épisodes sans monteur sur le GarageBand. GarageBand? T'es pas la seule, hein. Beaucoup parlent de GarageBand. Euh, Ton top hébergeur, Ocha. Ocha. Ton top plateforme d'écoute, tu l'as dit un peu tout à l'heure, Mm. c'est soit 50-50. ouais 50-50. Franchement, ouais. Pour terminer, une reco podcast intemporel. Dans 20 ans, on l'écoutera encore. Est-ce que tu as un podcast auquel tu penses et tu sais que dans 20 ans, il sera toujours d'actualité et on pourra toujours l'écouter? Ouais. Change ma vie de Clotilde Dusselier. Elle est trop forte. Elle Ouais. est trop forte. Cette nana, elle a un truc, jamais j'ai entendu. Elle a tout. Elle a tout. Voilà. Je l'adore. Un jour, je l'inviterai dans mon podcast, mais il faut que je trouve un thème qui colle parce qu'il ne faut pas faire des contenus pour se faire plaisir. N'oublions pas le villadage. Mais celui-là, il est indémodable, je trouve. Et je vais terminer cet entretien en te demandant de te présenter avec ton nom, ton prénom et ce que tu fais, tes boîtes pour que les gens sachent qui tu es. Allez. Et ben, du coup, je m'appelle Caroline Mignot et je suis une grosse marketeur, c'est-à-dire que je suis spécialisée en acquisition. Aller chercher des nouveaux clients, aller chercher des nouveaux prospects, aller chercher des nouveaux leads. Et du coup, bah, j'ai mis ça au service de mes business. Et je développe des logiciels tech pour aider les marketeurs à devenir meilleurs. Et j'ai aussi un podcast qui aide les marketeurs à devenir meilleurs gratuitement, qui s'appelle Marketing Square. Merci, Caroline. Avec plaisir, Philippe.